Ok, parfait. Avant de commencer quoi que ce soit, est-ce qu'il y a des questions ou des sujets qu'il ne vaut mieux pas aborder ou que vous ne préférez pas aborder? Qui a tué? Oui, Oui, bah, non, ouais, en évitant les spoilers, oui. Ouais. Non, non, bah il bon, y a pas de a priori non, hein. à part les spoils, oui, je crois Ouais. on Oui, ça c'est peut évident. parler de tout. Ça c'est évident. Si on veut se faire tuer, je pense que et par la RTBF et par les gens qui regardent. Et on a Ouais, déjà ouais. quelques spoilers et tout ça sur Facebook. Comme en fait la série est passée sur Proximus avant, Ouais, ouais, il ah y bah en a oui. quelques-uns qui abusent du petit pouvoir du spoil. Ouais, génial, Ouais, génial. ouais. Mais les gens s'auto-alimentent sur la page Facebook. C'est assez drôle qu'il y a des gens qui insultent les autres en disant mais arrêtez de spoiler. Enfin bon, ils sont chauds. Ouais, mais ça c'est le spoil, on n'aime pas ça du tout quand on aime les séries. Non, Enfin, c'est il y en a pour qui ça ne dérange pas, ils ont besoin de savoir, mais ça gâche tout, quoi. C'est bien ce que ça veut dire, un spoiler. Bah, et Ouais. surtout pour ce type Ah bah de oui. série, quoi. Donc, Ouais. Ok, très bien. Très bien, très bien. Je vérifie un peu tout, parce que j'ai pris quelques petites notes. J'essaie de Vas-y. faire ça bien. Ok. Parfait. Ben alors, si pour vous, c'est bon. yes, quand tu veux, oui. Il m'a l'air fort abîmé pour un suicidé. Vous perdez votre temps en suspectant les mauvaises personnes. La Trêve. Une vérité qui dérange, tous les dimanches soirs sur la Une. Alors, bienvenue dans ce Monsieur Série and Friends hors série. Ça fait bizarre de dire ça quand on parle de série. Réservé à La Trêve sur la RTBF. Je reçois donc Stéphane Bergmans et, je ne me trompe pas, Benjamin Daoust. C'est ça? C'est ça. Ouais, tout à fait. Parfait. Donc vous êtes tous les deux avec Mathieu donc les créateurs de la série. Tout à fait, c'est ça, oui. Voilà. Ouais. Je résume parce que je vous laisserai vous présenter un peu plus en détail par la suite. Donc pour l'instant, à l'heure auquel on enregistre ce podcast, vous êtes au 6e épisode officiellement. Si on Tout à fait. enlève le côté de Proximus qui a une longueur d'avance de 2 épisodes. Et je pense que c'est tout. Ils ont en fait sur Proximus tout a déjà été diffusé. Tout a déjà Ouais. été diffusé. Ah ouais, donc voilà, si vous avez Proximus, vous l'avez peut-être déjà vu entièrement. Si ce n'est pas le cas et que vous le suivez donc dimanche par dimanche, vous avez passé la moitié de la saison. Ouais, ça passe vite, hein, oui. Ça passe très très vite. À deux par soir, ça va vite, oui. Oui, mais je pense que c'est un bon rythme. Ça permet d'avoir les informations qu'il faut et ne pas trop être en demande et de pouvoir patienter la semaine sans trop de soucis. Ça, c'est un avis personnel, mais Non, c'est clair, mais nous, on était d'ailleurs au départ demandeurs que, en tout cas, les deux premiers soient diffusés ensemble parce on amène quand même un univers qui en Belgique n'a pas encore vraiment été balisé mhm. par une série francophone, en tout cas. Et du coup, les gens, c'est une expression qu'on a l'habitude d'utiliser, c'est que les gens sont plus habitués par une enquête en Californie qu'une enquête en Wallonie. Et que du coup, il faut un peu de temps pour qu'ils acceptent le principe narratif. Et donc, c'est très bien, en fait, de diffuser comme ça. Très bien. Alors, on va pas rentrer directement dans le vif du sujet parce que je vais d'abord vous demander un peu de vous présenter parce que je ne pense pas que beaucoup de personnes vous connaissent vous personnellement, en tout cas par rapport aux séries télé, parce que c'est votre première série, si je me trompe pas. Tout à fait. Pour les deux, vous êtes plutôt du monde du cinéma et du court-métrage. Oui, c'est ça. Bah, en fait, c'est la première série, je crois, pour 99% des personnes qui ont travaillé sur la Trêve. Oui. Euh,
Et donc oui. Et vas-y, donc Stéphane, Voilà, oui. présente-toi. Donc voilà, Stéphane Berkmans. Donc moi je suis réalisateur, j'ai fait l'IAD et je suis sorti, mon Dieu, il y a déjà plus de 10 ans, en 2004. Et j'ai étudié avec Mathieu donc qui a fait le showrunner et réalisateur de la série. Et on partageait un bureau à trois. Ça, c'est vraiment la genèse du projet. Comme ça, après, je fais le lien pour que Benjamin puisse se présenter. Et on partageait, c'est via Mathieu qu'on a appris, moi et Benjamin, à se connaître. Mhm. Parce moi, je bossais souvent avec Mathieu sur ses longs métrages, sur les scénarios avec lui. Et puis, on a partagé un bureau à trois pour chacun travailler sur ses projets personnels. Et je connaissais déjà un petit peu Ben avant. Et puis, donc, il y a eu l'appel à projet. Et on s'est dit qu'on ferait bien ça à trois. Mais donc, oui, on vient plus du cinéma documentaire, moi et Ben. Ok, très bien. Et Ouais. donc, oui, donc vas-y, Benjamin. Eh ben écoute, moi moi j'ai pas fait d'école technique de cinéma, j'ai fait journalisme à l'ULB et puis une petite section qui s'appelle Illicite, qui est écriture de scénario. Et puis j'ai en fait eu la chance de réaliser très vite un court-métrage quand je suis sorti de l'UNIF qui s'appelait Mur. Et puis j'ai beaucoup bossé sur les plateaux de cinéma pour essayer de comprendre comment ça fonctionnait, Mhm. enfin de faire mes expériences quoi. Et puis en fait moi j'ai rencontré Mathieu à un festival. C'est marrant parce qu'en fait on vient aussi tous les trois du même quartier à Bruxelles. On habitait à 200 mètres l'un de l'autre quand on était petits, mais on se connaissait pas. Et j'ai rencontré Mathieu à Paris. Et puis on a écrit une bande dessinée ensemble. Et puis je suis venu partager le même bureau que Mathieu et Stéphane. Et là Stéphane a déjà raconté ce qui suit. Et donc oui, moi je viens aussi j'ai fait deux courts-métrages et un long documentaire. Et la bande dessinée que tu as écrite avec Mathieu, c'était? Ça s'appelle Shrimp. C'était édité chez Dargaud, c'est sorti en 2012. Ok, très bien. Parce que ça m'intéresse aussi, donc ça me permet de voir un peu de quoi ça parle. Et en parlant de quoi ça parle, ben, si l'un de vous deux, ou les deux, peu importe, peut-être pas en même temps, ça risque de faire un peu désordre, vous deviez présenter ben, justement la trêve en une grande phrase, une grande phrase, comment vous le vendriez, vous? Une seule phrase, une tagline. Ah bah oui. Ouais. Ah zut, c'était pas préparé. Si, oui, mais vas-y, Ben, oui. Le roi du synopsis, comme on l'appelle. Yes. La trêve, c'est compliqué en une phrase, hein. La trêve, c'est une enquête dans un petit village ardennais, menée par un personnage qui est en recherche ou en perte d'équilibre. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vient de subir un gros drame familial et qui vient se Mhm. ressourcer dans ce petit village, qui est le village de son enfance, et qui vient donc faire la trêve. Et à peine arrivé à Eiderfeld, le nom du petit village, il est mis sur une énorme enquête, et une enquête qu'il est le seul à pouvoir mener. Très Voilà. bien. Très bien. C'est un pitch très 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 court parce qu'en fait la grande idée, si je peux développer un tout petit peu, c'est que Oui. la grande idée c'est que le principe de la trêve fonctionne un petit peu comme le jeu Cluedo, et donc c'est une trame très simple. Si tu veux, il y a un mort et il faut trouver qui a tué. Et ce qui Mhm. nous intéressait, c'était de partir sur un concept relativement simple pour après pouvoir développer une panoplie d'histoires latérales et une panoplie de personnages qui sont le vrai intérêt de la trêve, qui est une espèce de radiographie d'une petite zone forestière belge. Très bien, c'est justement comme ça que personnellement je le ressens et quand j'en parle avec certains collègues ou même ma compagne, c'est que c'est une série qui est très dense dans ses personnages et dans ses multiples histoires et ça me mène à une question que j'avais notée justement. Bien sûr, il n'y aura pas besoin de spoiler ou quoi que ce soit, mais est-ce que la saison 1 est pensée comme une seule histoire fermée? Oui, tout à fait, oui. En fait, on a, donc, comme je disais, c'était la première série, c'est la première série du fonds d'appel à projet de la RTBF et du centre de la fédération Wallonie-Bruxelles. Et en Mhm. fait, nous, on a pensé, donc on a voulu faire la série qu'on voulait. On a pensé, ben, on va d'abord faire une saison, bien. C'est déjà tellement compliqué à écrire. Oui. Avant de tout de suite déjà penser à mettre plein de petites choses qui pourraient mener vers une saison 2. Donc oui, tout se résout à la fin de l'épisode 10, Très bien. ce qui n'exclut pas une saison 2.
Oui. Par la suite, on a déjà d'autres idées, mais en tout cas, oui, les spectateurs seront tout au bout de la première saison, quoi. Ça peut rassurer, je pense, parce que c'est souvent le truc, c'est est-ce que, avec toutes ces histoires qui s'entremêlent, est-ce que au final, on va pas encore avoir plus de questions? Mais c'est assez rassurant. En même temps, je pense que pour ceux qui ont vu l'épisode 5 et 6, on sent un tournant dans ce sens-là, justement. Ça a pris un petit peu de temps pour bien se mettre en place, et maintenant, j'ai ressenti les 5 et 6 comme un déclic dans la route, justement, vers la résolution. Je me trompe peut-être? Non, c'est comme ça qu'on l'a pensé. Donc, d'ailleurs, nos épisodes préférés, c'est 6, 7, 8, 9, 10. Oui. Les autres sont très bien aussi, hein, mais comme on disait au début, ça s'installe un peu, mais ça prend un peu une autre tournure et une autre puissance. Et on est vraiment très content de la façon dont ça se termine. Ça gagne en puissance, ça s'essouffle pas, quoi. C'est plutôt la série est plutôt pensée effectivement comme une ouverture jusqu'à l'épisode 5, enfin le mid-season, on va dire, hein, ce que les Américains appellent le mid-season, qui est vraiment à peu près le milieu de la saison. Et comme nous, on est aussi basé très fort sur nos goûts à nous, si tu veux, quand Stéphane dit qu'on voulait conclure aussi, c'est effectivement parce qu'on n'en avait jamais écrit et qu'on préférait fermer, mais c'est aussi par goût. C'est-à-dire que nous, on aime beaucoup les séries qui, à un moment, donnent une réponse. 5 saisons, avec chaque fois des cliffhangers en fin de saison. Moi, en tout cas, je pense personnellement, je pense qu'on est tous d'accord, c'est que c'est un peu fatigant. Et nous, on avait vraiment un besoin, à un moment, de donner une réponse qui ne veut pas dire qu'on clôt l'univers, mais qu'au moins, il y a le spectateur ressort de 10 épisodes avec une réponse à sa question principale. Et surtout un murder mystery, quand on les tire trop en longueur, ça... Non, c'est pas bon du tout. Et puis quand on a la résolution, on se dit « Ah, tout ça pour ça ». Oui, quand c'est trop tiré. De Killing, qu'on adore tous, mais qui est tiré sur deux saisons, je me demande s'ils avaient synthétisé, ça n'aurait pas été encore plus fort, quoi. Oui, mais je pense que toujours quand on synthétise, quand on essaie de rassembler, c'est un peu plus concentré, ça peut être très fort, comme ça peut être aussi indigeste. C'est une arme à double tranchant. Après, c'est aussi ça vous permet aussi, c'est votre première série, première fois avec la RTBF, etc. Vous n'êtes pas sûr de là où vraiment, vous savez votre histoire, mais vous n'êtes pas sûr du résultat et de l'accueil que ça pourrait avoir. Donc, s'ouvrir pour une deuxième saison, alors que peut-être ce n'est pas forcément gagné d'avance, c'est peut-être aussi un danger. Oui, c'est ça. Nous, on pensait plus faire ça pas à pas, et c'est vrai que c'était une inconnue. Est-ce que le public va suivre? Parce que nous, on est hyper fiers de la série qu'on a fait. Et nos amis et les proches, les gens du milieu aiment vraiment bien, mais on se posait la question, tiens, le vrai public, quoi, cible, donc aussi RTBF. Les gens au sein de la RTBF aussi, ils adoraient, ils nous ont fait laisser faire vraiment tout ce qu'on voulait, donc on était vraiment assez libre, mais c'est vrai qu'ils étaient de temps en temps, on aime bien, mais on n'est pas sûr, c'est quand même assez sombre. On ne sait pas si le public va suivre, et ça c'est vraiment génial de voir que le public RTBF en soi suit. Oui, parce que les chiffres sont très bons, si je ne me trompe pas, ça tourne autour des 350 000, 360 000 chaque soir. Oui, tu as des chiffres corrigés, les chiffres de la diffusion je veux dire linéaire du premier soir, c'était 477 000, en corrigé, on passe les 500, c'est-à-dire avec la VOD, on est presque à 550, je pense. Et sur les semaines d'après, ça se stabilise, c'est entre 350 et 400. En fait, on est leader en fait, des 300 on est les premiers, on est hyper content, comme dit Steph. Je me doute bien. C'est un énorme pari, en fait. Et ça, c'est dément, quoi. C'est dément pour nous, mais c'est dément, je crois, aussi pour la Belgique francophone et les séries. C'est dire, il y a une vraie demande, quoi. Oui. Et l'attitude qui a aussi de moins en moins, mais qui est aussi un peu en France, un peu frileuse, ne sont pas des histoires trop violentes, trop ceci, trop cela, il faut pas... un peu l'air... post-Joséphine Ange Gardien, qui est très bien, hein, mais bon, il a son public. Il a son public et c'est très bien, mais bon, je sais pas combien de saisons ils faut un peu tourner la machine, quoi. Oui. Mais c'est qu'une partie de ce public aime aussi la trêve, et ça c'est vraiment génial, quoi, que les gens attendaient ça, et ça c'est gai, quoi, parce que du coup on met en avant des comédiens belges. C'est une série, oui. Comédiens. Et donc ça, oui, on est hyper content. Et justement, donc là, c'est une série, mais dès le départ, c'était une envie que ce soit une série, ou il y avait une idée, peut-être c'était un film à la base qui est
pourquoi justement Non, l'envie de non. la série? Juste parce que vous aimez les séries et que vous aviez la possibilité et l'envie de le faire. En fait, c'est vraiment une espèce de mélange de plein de choses, hein. C'est vraiment, en fait, on avait vraiment un bureau. On était un peu plus que trois dans ce bureau, mais très souvent on se retrouvait à trois dans ce bureau. Et du coup, on avait l'habitude de partager nos idées, si tu veux. On travaillait moi je travaillais sur un docu, c'était sur une fiction, Mathieu sur une fiction, et puis on travaillait parfois par groupe, et puis on discutait de ça le midi, et puis il y a cet appel à projet qui arrivait. Ouais. Mais nous, on n'avait jamais, tu vois, si tu veux, on s'est jamais défini un carcan, et puis on a eu cet appel à projet, et c'est un petit peu l'occasion qu'a fait le larron, c'est qu'on s'est dit, tiens, on va en discuter un midi. Et au bout de 2 midis, on a plus du tout discuté de nos projets perso. On a commencé à parler que de ça et à se dire, ah, c'est génial de pouvoir créer une histoire. En tout cas, d'avoir la possibilité de créer une histoire sur 10 épisodes. Mhm. Et donc, de développer des personnages. C'est vraiment ça l'intérêt, en fait, hein, je pense, d'une série. C'est que, évidemment, t'as un univers, t'as une intrigue de base, tout ça. Mais ce que les gens aiment dans une série, c'est revenir voir des personnages qu'ils connaissent et qu'ils apprennent à connaître. Et ça nous a passionnés immédiatement. Mais c'était pas préconçu, quoi. On est rentré dedans, On est avec- parti Ouais. d'une page blanche, quoi. complète. C'était vraiment pas un projet à la base, un film qui finalement se connaît mieux Non, à non, la et série, quoi. c'est ça qui est chouette, c'est qu'on a vraiment débuté ça à trois. Ça n'est pas un de nous trois qui a dit, ah, j'ai une vieille idée, vous venez avec moi. C'était, ah, tiens, on le ferait à trois. On ferait quoi à trois? Bah, attends, on prend une page blanche, on pourrait faire ça, et puis, et on a accompagné, du coup, tout, le projet de A à Z, et c'est ça qui est vraiment, vraiment beau, c'est que voilà, c'est notre projet à trois du début à la fin. Et justement, vous parliez tous les deux voilà, de The Killing, un peu, pas forcément comme une référence, mais ça a été cité. Et quelles ont été justement les inspirances? C'est clairement une référence, hein. C'est carrément une référence, Oui. et ce n'est sans doute pas la seule, parce que moi je ressens, bon, c'est peut-être aussi le générique qui fait ça, mais malgré tout, True Detective, je pense, a dû avoir une petite influence. Twin Bien Peaks, sûr, oui. peut-être aussi, non? Oui, bah, Oui, mais t'as une conjonction de choses. Twin Peaks, ça a été quelque chose dont on a parlé très vite parce que bon, c'est un peu un peu la mère des séries, hein, Twin Peaks. Oui. Et puis, le cas True Detective est un truc très particulier, c'est-à-dire qu'on était en train d'écrire et en train de développer l'univers et Twin Peaks et True Detective a été diffusé. Donc on a vu True Detective et ça nous a conforté dans les choix qu'on avait fait. C'est-à-dire qu'on avait un récit encadré avec cet expert psychiatre qui interroge Johan 3 semaines après ce qui s'est passé à Heiderfeld. Mhm. Et en voyant le premier épisode de True Detective, qui est quand même une énorme claque, on s'est dit, en fait, c'est génial, ce procédé est génial. Et en fait, si tu veux, chez nous, le procédé était là, mais on l'avait pas complètement abouti. Et donc, ça a relancé quelque chose. Et puis, il y a une espèce de rythme aussi dans la manière de faire qu'a True Detective, qui nous a séduit, quoi. C'est-à-dire que c'est extrêmement cinématographique, True Detective. est-ce que nous, on aime bien les séries, on en regarde pas mal, mais j'imagine beaucoup moins que toi, monsieur Série. Oula. Mais en fait, on s'est mis aussi à regarder des séries, chacun de son côté, les mêmes séries. Mhm. Et alors on se dit, ah tiens, qu'est-ce que t'en penses? Et là, on a commencé à bouffer plein de séries. Et une autre série qui est une très très grosse influence, qu'on a regardé très rapidement, c'était Broadchurch, saison 1. Je Et me disais bien qu'il y avait un petit côté aussi, ce Broadchurch, Malaterra, etc., qui sont un peu dans... Bah, c'est la mouvance, en fait, actuelle, avec tous ces crimes un peu dans des petites bourgades, un peu plus intimistes. Et qu'on a après, ces derniers temps. t'as aussi une très grosse référence, mais qui était déjà, je pense, un film qui nous réunissait tous les trois et qui, après en série, nous a encore sans doute plus parlé, c'est Fargo, qui traite vraiment de cette espèce de vie dans des petits villages avec des personnages étranges et décalés et qui répond aussi à une vraie envie qu'on avait dans la trêve. C'est-à-dire dans la trêve, on veut être très très sérieux, mais on a aussi envie d'amener une espèce de touche de décalage, une espèce de noirceur ironique. Qu'on retrouve Il y a beaucoup, quelques enfin. petits moments justement un peu ironiques, hein, même drôles en fait, Ouais. dans le décalage que ça peut avoir par rapport à la situation, effectivement. Ouais. Et ça, c'est très bien parce que ça permet, moi j'avais une autre question par rapport au lieu, donc les Ardennes, enfin voilà, là c'est plutôt la Gaume, si je me trompe pas. J'ai pas envie de fâcher les Gaumais ou les Ardennais. C'est les deux. Voilà, c'est justement lié à cette envie de choses intimes avec des personnages et pas aller trop grand, justement être un peu plus ramassé. Très,
Vas-y, Steph. Oui, ben, très rapidement, donc pour revenir à ce qu'on disait, qu'on est parti d'une page blanche. Oui. En fait, ce qui a lancé l'idée, c'est plusieurs choses. On a très vite pensé à Johan Blanc, le comédien principal, donc on a presque écrit pour lui. C'était une autre question que j'avais, justement, tant mieux. Il est bon, je mets un peu de branle-bas de combat dans tes questions, mais je vais revenir aux Ardennes. C'était que je vais revenir aussi. Là, c'est bien, mais j'ai des réponses. C'est que les Ardennes, on a très vite pensé aux Ardennes parce que voilà, c'est magnifique. Oui. C'est mis un petit peu en valeur dans certains films, notamment les films de Bully Lanners ou de Fabrice Duels, mais pas. On s'est dit dans une série, ça va vraiment faire un cadre magnifique et aussi très pratique parce qu'on était la série, c'est un budget très serré. Oui. Et pratiquement aussi, on se disait, bon, à Bruxelles, on va falloir bloquer des rues quand on tourne, etc. Tandis que là, bon, on peut tourner quasi sans... Il y a des lieux qu'on peut faire sans autorisation et qui seront juste magnifiques. On pensait très vite aux drones et tout ça se prêtait très vite aux Ardennes, quoi. Et puis t'as le truc, et là je reviens à l'influence Twin Peaks, qui était un des trucs auxquels on a pensé assez vite aussi en termes de créativité, en tout cas d'utilisation maximale de ce budget, c'est qu'en fait Twin Peaks c'est vraiment des personnages qui parlent dans les intérieurs, et puis c'est mélangé à des images de forêt qui sont absolument fabuleuses, et c'est ça qui fait en fait l'univers de la série. Et donc nous on a en Belgique des décors qui sont vraiment très beaux et très cinématographiques et qui sont pas très utilisés encore. Et du coup on s'est dit bon, mais les Ardennes ça va être parfait. Nous on a de l'argent pour faire des champs contre champs en intérieur, j'exagère, je tire le trait, mais on a de l'argent pour faire des champs contre champs en intérieur. Ce qu'il faut, c'est qu'on mette des plans d'extérieur qui nous amènent vraiment ailleurs et qui créent vraiment un espace propre à notre série, quoi. Mais et les Ardennes étaient parfaites. Qui crée l'espace et le lieu par rapport pour une série. Une série a besoin de placer les protagonistes dans un lieu. Et là, justement, le côté où on retrouve des endroits, même si c'est très vaste, ça crée justement ce côté, bah oui, comme Twin Peaks l'a fait, avec de très belles images. D'ailleurs, je me doutais un petit peu que les drones devaient être utilisés pour certaines vues, mais les images sont vraiment, la photographie est vraiment très belle, et parfois on se demande si c'est vraiment en Belgique que c'est tourné. Ou alors vous avez eu de la chance niveau météo, c'est pas possible, mais c'est vraiment, il y a des très belles couleurs, et ça fait aussi en sorte que la forêt, enfin en tout cas le paysage, est même un personnage à part entière en fait dans la série. Mais ça, c'est vraiment un truc qui je pense, en préparation. Donc, à partir du moment où on est rentré sur le tournage, on a commencé à préparer le tournage. C'était le leitmotiv qu'on répétait tous les trois, et surtout Mathieu à tous les gens qu'il rencontrait, c'est qu'il disait je veux des arbres, je veux des rivières. Et ces arbres et ces rivières doivent exister d'une manière ou d'une autre. C'est vraiment, c'est le personnage supplémentaire. C'est ça qui va créer la série. C'est ça qui va donner à notre arène vraiment cette saveur, quoi. Très bien. Et alors, par rapport au budget très serré, moi j'avoue que j'ai vu une information qui est peut-être pas tout à fait exacte, mais je trouve que le budget, moi, m'a un peu surpris. Je m'attendais pas à autant. J'ai vu un 2 millions d'euros. En fait, on a même plus que 2 millions d'euros, mais il faut prendre un point de comparaison, c'est-à-dire que Oui. on a un peu moins de 2,5 millions pour faire la série. Il faut savoir qu'un épisode de Borgen, c'est 1 million d'euros, un épisode. Oui, Killing, c'est entre 800 000 et 1 million. Les Revenants, c'est 650 ou 700 000. Une série américaine, alors là, on en parle. Oui, ça, on n'en parle même pas. Ça, c'est même pas une minute. Broadchurch, c'est 800 000, je crois. Broadchurch, c'est 800 000. Pour 42 minutes. Hein. Pour des 42 minutes. Donc, c'est ça. 42 minutes, donc t'es quand même à 10 minutes, tu te dis, mais effectivement, c'est quand même... là, vu comme ça, c'est vraiment un très petit budget, effectivement. En fait, tu as un rapport à l'argent au cinéma qui est tout à fait démesuré pour le grand public et qui est très étrange, parce que nous, quand on dit qu'on n'a pas de budget et qu'on nous demande combien on a et qu'on dit 2,5 millions, ben oui, forcément, les gens se disent 2,5 millions, c'est gigantesque. Oui. Mais quand tu prends tu vois, on tourne 70 jours avec, je sais pas, en moyenne, on est 40-45 personnes sur le plateau tous les jours, donc tu prends le salaire de tout le monde, les logements, les déplacements, la nourriture, c'est des frais de fonctionnement qui sont gigantesques. Et nous, sur notre plateau, par exemple, c'est quelque chose. Les gens l'ont vraiment fait à l'énergie. Ils l'ont pas du tout fait pour l'argent, parce qu'ils étaient payés, mais ils étaient pas bien payés. Et ils l'ont fait parce qu'ils croyaient à ce qu'on était en train de faire, avec un petit esprit pionnier. Et donc c'est dans ce sens-là où on dit que pour nous, on estime que ce qu'on a fait vaut sans doute plus que l'argent qu'il y avait dedans. Ah bah oui, effectivement, parce que c'est ça. Moi, je me doutais bien que c'était pas un gros
budget, mais je trouvais quand même une somme assez forte. Mais c'est vrai que calculer comme ça, c'est rien du tout, et c'est d'autant plus étonnant vu la qualité qui ressort de tout ça, de se dire que bon, ouais, on arrive quand même à sortir des choses qui, avec la contrainte financière, n'en sont que encore plus fortes. Je pense que ça fait partie des contraintes une des contraintes que vous avez dû à subir pendant tout le tournage. Justement, Ouais. oui. Oui, je te coupe. Moi, j'allais parler puis comme tu parlais d'image, tout ça, j'allais Oui, parler très bien. Vas-y. de la direction photo et tout. C'est que très rapidement, on a pensé, donc, comme je disais, pratiquement, qu'est-ce qui coûte pas cher, comment est-ce qu'on peut faire du beau pas cher, et donc la nature, les drones et tout. Mais même malgré ça, on a dû revoir le scénario où on était vraiment, c'est ça quand on dit qu'il n'y avait pas d'argent ou qu'on aimerait bien en avoir plus pour une autre saison, on parle vraiment pas de luxe ou de caprice de réal et tout ça. C'est vraiment juste pour être un poil plus confortable et payer correctement les gens, quoi, parce qu'on a dû couper des décors et déjà on avait limité au minimum, quoi. On a Et tu as une question d'énergie aussi, je pense, qui est très très importante. Ce que je reviens à ce que je disais juste avant, c'est que la trêve est vraiment soutenue par une équipe incroyable à tous les niveaux. C'est-à-dire que le chef opérateur Olivier Bunjing a fabriqué des caméras à base d'appareils photo pour qu'on puisse tourner dans les conditions dans lesquelles on a tourné. L'ingé son a accepté des conditions de sonorité ambiante qui étaient très souvent très compliquées. Et tout le monde l'a fait avec une envie qui était une envie de pionnier, c'est-à-dire de faire quelque chose en Belgique francophone qui n'avait pas encore été fait. Et cette énergie-là, tu ne l'as qu'une fois. Et donc, c'est vraiment un débat qu'on a, nous, entre nous. Nous, on dit non dans ces conditions-là pour faire une seconde saison parce qu'on sait très bien qu'on n'arrivera pas à ce même niveau avec ce budget-là, quoi. Puis de toute façon, quand vous êtes pionnier, justement, on ne sait pas vraiment quel est le budget. On se doute d'un minimum, mais on ne sait pas vraiment ce que ça peut coûter. Voilà, c'est comme dans tout projet, en fait. C'est difficile de toujours quantifier exactement le prix. Et après, une fois qu'on l'a fait, on se doute un petit peu plus, ok, voilà, on est trop court de autant, et il y a moyen peut-être de trouver, quoi. Ici, tu avais le budget limite, on l'avait, et donc oui, tu sais pas vraiment ce qu'il coûte, mais enfin dès que tu dépasses, il faut trouver une solution, quoi. Et donc ça on a dû faire régulièrement, quoi, dans ce regroupement de décors, dans trouver des milliards de solutions. On avait un rapport très pratique au tournage. On a tourné aussi extrêmement vite. Du coup, on faisait 7 jours par épisode. Après, ça, c'est plus 7-8 jours. C'est ce que toutes les grosses productions qu'on a citées, ils sont tous dans ces timings-là, mais ils sont avec 2, voire 3 équipes qui tournent en parallèle. Les scènes d'action ou les scènes de trucs. Donc un tournage presque à l'américaine, mais avec les moyens belges, en fait. C'est à peu près ça. Bon, après, le résultat n'en démérite pas du tout. Et justement, par rapport aux contraintes, est-ce que, à part la partie financière évidente, est-ce qu'il y avait d'autres contraintes que vous avez rencontrées par rapport peut-être avec le travail avec la RTBF, avec d'autres producteurs, avec des acteurs, avec même les habitants sur place? Est-ce qu'il y a eu des contraintes qui vous ont vraiment bloqué, ou même à la limite poussé plutôt? Ouais, écoute, il y a 1500 réponses dont il faudrait te fournir ici sur les relations avec la RTB. C'est très compliqué, mais en même temps, ça se passe plutôt bien. Donc on va, c'est plus des discussions qu'on doit avoir, tu vois, en interne. Oui, Entre nous, il y a des choses à clairement vraiment améliorer. À plein de niveaux, dont notamment cette prise en charge de ces budgets. Après, sur le reste, la RTBF nous a laissé très très libre. Donc ça, c'est ce que Stéphane disait tout à l'heure, c'est qu'on a on a vraiment pu faire la série qu'on voulait faire. On a dû se battre, mais on a pu la faire. Et puis pour le reste, les contraintes extérieures, moi j'ai peut-être, toi Steph, t'as plus de souvenirs. Moi j'ai pas d'énormes souvenirs il y avait une vraie envie, et même dans les gens qu'on rencontrait, tout ça, c'était quand même globalement très très, les gens étaient chauds, quoi. Oui, on les a bien motivés. Moi, je dirais non, des contraintes. Enfin, c'est tous lié au budget. Tu dis avec les comédiens. C'est juste que oui, comme il fallait tourner vite, on avait à peine le temps de répéter. Il fallait entrer les scènes qu'on répétait à peine. Boum, sur les tournées, on faisait 2 prises. C'est plus, mais bon, tout ça, c'est nouveau des restrictions liées au budget. Je vois pas d'autres contraintes, et la région et tout. Nous, ça s'est très bien passé. On avait un excellent régisseur général, Nicolas Jacob, qui vient de la région et qui nous a filé des milliards de plans
incroyable. Qui a travaillé corps et âme. Donc Oui. Et même sur le plateau, parce qu'en fait, oui, il y a des choses qu'on a dû faire très très vite, mais on a aussi essayé de mettre vraiment les comédiens au centre. Hein. C'était toute l'idée technique de ce plateau a tourné autour du fait de alléger absolument toute la technique pour que le jeu et pour que Mathieu ait le temps en fait de diriger ses comédiens et de diriger ses personnages et de les faire naître. Donc on a vraiment pensé tout le système pour ça. Donc par contre, il y a clairement des fois où on a tourné les séquences en 1 heure, qui sont des séquences qu'au cinéma on aurait tourné en une matinée en 5 heures. Et on avait 1 heure pour la faire. Donc là, tu es dans des contraintes qui sont de l'extrême rapidité et tu dois être plus vif que l'éclair pour être juste, quoi, pour que ça fonctionne. Mais ça, c'était des contraintes quotidiennes, quoi. C'était vraiment c'est pas des contraintes structurelles, quoi, si tu veux. On le savait qu'on allait rentrer là-dedans. Oui. Et par contre, justement, là-dedans, donc, comme je vous entends, il y a absolument rien qui, selon vous, se soit vraiment mal passé ou qui vous, justement, où vous êtes en train de vous dire, ça y est, là, on va devoir vraiment couper énormément de choses parce qu'on est en dehors du temps, en dehors du budget. Non, on a toujours réussi à faire tout ce qu'on devait faire. Non, par contre, c'est vrai que je repense à des trucs, et ça, c'est vrai qu'on a vécu des petits moments de stress, c'est qu'il y a des décors qu'on n'avait pas quand on tournait. Donc, il y a des soirs des premières semaines de tournage où on terminait de tourner à 7h30, enfin 19h30, on devait se taper 1 heure de route pour aller voir un bout de forêt parce que la forêt venait d'être rasée. Si tu veux, on avait prévu toute une scène dans un truc, mais c'était vraiment scénographié, tout était pas encore les axes et tout ça, mais on était quand même dans un truc qui était quasiment clé en main quand on arrivait, et on reçoit un appel à 15h parce que le régisseur allait remettre un truc parce qu'on tournait 2 jours après, et là il se rend compte qu'en fait il y a des bûcherons qui sont passés et ils ont rasé la forêt, donc il y a plus de forêt. Donc là c'est clair que le soir quand il est 19h30 et que tu te fais 1 heure de route et que tu rentres et qu'il est minuit, que tu as eu ta journée, que tout le monde est épuisé mort, et que tu recommences à 6h du mat le jour après. Ouais. Pour tourner 10 minutes utiles. Oui, Et t'en as plein, hein, le terrain de foot dans lequel il tourne, on en avait un, il a été annulé, le soir, on nous montrait des terrains, tu vois, il y avait Nicolas qui bossait comme Internet, donc Nicolas Jacob, le régisseur général, qui venait nous trouver en fin de journée, donc t'as la tradition, hein, sur les tournages de boire une petite bière en fin de journée, te détendre avant d'aller te reposer, et à ce moment-là, lui était avec son iPad ou sa tablette, je sais plus ce que c'était, et qui nous montrait des photos, quoi, en disant, alors j'ai telle maison pour un tel, j'ai tel truc. Maintenant on en rigole, je t'avoue que pendant le tournage c'était quand même parfois vraiment tendu. Et ce sont des bonnes bonnes expériences, c'est tendu, ça, limite on a envie de pleurer par moment, mais il n'y a rien de catastrophique, on arrive toujours à s'en sortir, justement quand on a une bonne équipe en fait. Ouais, c'est clair. Non, c'est clair. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, on a vraiment eu une équipe engagée à 100% dans ce qu'on faisait, quoi. Rien qui n'aurait coûté la vie de la série, en fait. Non, et on a quand même fait attention, comme voilà, bon, on parle beaucoup de budget, mais de terminer à temps par rapport à l'équipe. On a dû faire quelques heures d'heures sup, mais elles étaient chaque fois annoncées, ou sinon on a quand même terminé chaque fois. Dans les temps. Donc c'est pas, il reste 1 heure. On se dit bon on fait la séquence en 1 heure. On prend pas 6 heures pour la faire parce que donc voilà, non. On y est arrivé, quoi. Il y a plein de choses qui se tournent très très vite et qui donnent très très bien. Oui. Et un exemple, non? La ferme des Malosas, par exemple, la ferme des Malosas qui est assez symptomatique, qui est une séquence dont on nous a beaucoup parlé après la diffusion de l'épisode 2, donc la rencontre avec les Malosas. Oui. C'est une séquence qui est tournée de manière extrême, mais vraiment extrême. C'est-à-dire qu'on a le soleil qui est en train de nous barrer, donc on peut pas tourner parce qu'on a l'ombre de la grange qui avance et on doit tourner différents angles. Et donc tu peux pas avoir le visage de quelqu'un dans l'ombre, dans un axe, et puis le visage qui n'est pas dans l'ombre dans l'autre. Des faux raccords affreux, quoi. Et tu es dans une journée où on devait tourner, je pense, 14 minutes. Donc c'est un court-métrage en une journée. Et tu es dans cette situation et tout le monde est en train de se dire comment est-ce qu'on va faire. Et puis quand tu la vois monter au final, c'est une des séquences qui ressort et dont les gens te parlent. Et ça, tu peux absolument pas le prévoir parce que toi, tu doutes quand tu es en train de la faire. Tout le monde doute, quoi. Mais justement, je pense que c'est c'est souvent comme ça en tout ce qui est créatif ou pas forcément, mais c'est quand on a énormément de contraintes qu'on finit par ressortir les meilleures choses parce qu'on se repose moins sur certains acquis. On est obligé de sortir le meilleur tout de suite. Donc parfois ça marche pas, hein, mais je pense que les contraintes peuvent servir la création justement.
Oui, c'est clair. Après, Ouais. c'est vrai qu'un peu de confort, ça peut être bien, je me doute bien, mais les contraintes Mais moi, techniques je crois aussi. au-delà de tout ce qu'on dit sur les trucs de budget, en fait, je crois que si on fait une saison 2, ce qu'on espère faire, je pense que le stress sera le même. Bien sûr. Mais l'idée, c'est qu'on est quand même, Il sera pas ailleurs, quoi. Enfin, il sera voilà, un peu ailleurs, en fait, plutôt. voilà, c'est ça, c'est qu'on restera dans une énergie qui sera une énergie Et on de, devra tourner quand même ouais, tout aussi, ou peut-être un poil moins vite, mais ça va vite, ça va plus vite que le ouais. cinéma. La série, Ah oui. Et c'est un rythme comme ça, quoi. et quand on ne tourne pas assez vite et qu'on ne diffuse pas assez vite, on est un peu oublié et le soufflet retombe, hein. Je Ouais, pense que ouais. les Revenants l'ont un peu subi avec la saison 2 sur Canal+, après 3 ans d'absence. C'est Ouais. un peu violent. J'espère pour vous que ce sera On pas le ira cas. plus vite. Écoute, on espère aussi. Donc, par contre, j'avais des petites questions un peu différentes par rapport à tout ça. Il y a des choses qui, moi, m'ont marqué. Alors, peut-être je suis bizarre, mais je suis pas le seul à l'avoir noté. Euh, Il y a un truc, c'est les pulls de, L'inspecteur Peters. de l'inspecteur Peters. J'ai vu que tu avais tweeté dessus. Oui, J'ai vu que tu as mis une photo aussi de l'inspecteur Peters sur ton profil, c'est cool ça. oui, oui, oui. Ça, T'as des gens qui veulent les acheter, hein. Moi, j'ai reçu des mails de gens qui me demandaient si les pulls étaient en vente aux enchères, s'ils pouvaient miser dessus. Mais très franchement, moi, plus je les vois, plus je me dis c'est clairement quelque chose de voulu, de fait exprès. C'est pas on se dit tiens on va prendre ça et puis ou alors je sais pas, peut-être que c'est le style vestimentaire du comédien, mais Non, non, on a cherché longtemps ces pulls. On a beaucoup réfléchi aussi sur combien de pulls. Comme en fait tu tournes tout mélangé. Mhm. La deuxième semaine, on tournait déjà des scènes de l'épisode 10. Oui. On était bon, ok, 5. Au plus de pulls, au plus tu perds de temps même à enlever le costume, tu vois. On en est à penser comme ça. Mais l'histoire de ces costumes, non, je sais que Mathieu, dans ses courts-métrages aussi, il était avec toujours des pulls un peu Noël comme ça, un peu Fargo, un peu Sarah Lyndon, ouais, un peu. Ça apporte quand même une espèce de touche au personnage, hein, Ah bien sûr. qui sort un peu du registre de l'inspecteur. Tu vois, on a quand même créé un personnage de l'inspecteur Peters qui peut avoir un profil de flic un peu taiseux, qui peut, à un certain niveau, être quelque chose qu'on a déjà vu. Et du coup, on avait envie d'amener une touche en plus qui est vraiment sa personnalité. Et du coup, ses pulls, la manière dont il s'habille, c'est clairement ça, quoi. C'est clairement un truc qui est, personne ne met des pulls comme ça. Et ça apporte, Je pense pas. c'est une maladresse, et c'est une maladresse vestimentaire Mais de sa part, ouais. mais qui lui amène un capital sympathique. Je pense que ça ajoute aussi au côté un peu, enfin, je peux dire instable du personnage, mais pas sûr de lui pour beaucoup de choses, et ça donne un petit côté Columbo, en fait. Ouais, c'est clair. Voilà. Voilà, il a aussi une façon de, je sais pas s'il joue comme ça ou si ça a été demandé de jouer comme ça, mais la façon de se tenir, de réagir à ce que les autres vont lui dire, ou parfois il se perd dans ses pensées, qui sont très très marquées. C'est vrai que le personnage existe, bon, en dehors des pulls bien entendu, mais ça vient vraiment former un personnage qui est très vite identifiable. Oui, c'est ça. Mais c'est exactement ce que tu viens de dire. C'est ça. C'est il fallait réussir à lui donner une personnalité au-delà du texte qu'on a écrit et au-delà du comédien qui est Johan Blanc pour qui on a écrit. Et il Mhm. fallait fictionnaliser en fait ce personnage, quoi. Fictionnaliser encore plus notre écrit et le comédien, quoi. Et ce qu'on voulait aussi éviter absolument de faire, c'est d'avoir ce côté un peu flic lisse Ouais. que tu peux retrouver dans certaines séries françaises, Oui. ou enfin qui nous on trouve vraiment pas intéressant, quoi. Où ils sont avec leur veston en cuir. Et donc voilà, oui, on a été un peu plein pot dans cette optique-là, quoi. Et alors vous dites justement que voilà c'était écrit pour pour le commandant, donc je me trompe pas, c'est Johan Blanc. Johan Blanc. Ça a été écrit pour lui mais pour quelle raison? Juste parce que vous aimiez ce qu'il faisait ou parce qu'il y avait quelque chose vraiment du personnage que vous imaginiez en lui? Mais Mathieu, donc le réalisateur, il avait déjà travaillé avec lui sur son long métrage Torpedo, Oui. où il jouait déjà un petit rôle de flic. Et puis il avait fait un autre court métrage qui s'appelle Partouze,
Et en fait, quand on a eu l'idée de la série, il était en train de mixer ou de monter, je sais plus, il était en train de terminer ce court-métrage. On se disait, bon, ok, on est avec cet enquêteur, mais qui ça pourrait être? Et puis il le voyait sur son écran. Il s'est dit, ah tiens, ça pourrait être lui. Et nous, on a tout de suite accroché, parce que c'est vrai que nous, on trouve qu'il est hyper magnétique et qu'il a un côté hyper mystérieux. Tu sais jamais vraiment ce qu'il pense, Johan. Et voilà, moi je crois que pour tenir une série comme ça, il faut un personnage fort où tu te dis toujours, mais tiens, qu'est-ce qu'il cache, qu'est-ce qu'il y a derrière, quoi. Mais justement, quelqu'un qui n'est pas lisse et qui permette justement de parfois s'identifier à lui, mais aussi de pouvoir avoir de l'affect, tout simplement, pour lui. Je crois qu'il y avait une idée quand tu parles d'identifier, c'est qu'on a pris certains codes de la série un peu à rebours sur certaines choses. C'est-à-dire que par exemple, Johan, je pense que nous, ce qu'on avait envie, c'est que les gens s'identifient progressivement à lui. C'est-à-dire que l'identification soit pas immédiate. Pour nous, l'identification immédiate va beaucoup plus sur Drummer, le jeune mec, beaucoup plus maladroit, machin, tout ça, tu vois, qui attire automatiquement de l'empathie. Et que Johan, lui, soit plus un espèce de mystère, tu vois, quelque chose qui donc t'attire et qui te repousse en même temps, et qu'au fur et à mesure tu te rapproches de lui et tu commences à vraiment rentrer dans qui il est et dans son déséquilibre, en fait. C'est un personnage en équilibre, hein, Yann, c'est vraiment quelqu'un qui est toujours en train et qui est toujours à la frontière de la chute, quoi. Oui. Et on a fait un peu le même truc avec la victime, avec Driss Hassani. C'est-à-dire que dans les histoires, dans les séries dont on a parlé, Twin Peaks, Broadchurch, c'est très souvent l'enfant chéri du village qui meurt, évidemment Laura Palmer dans Twin Peaks, et puis qui est vraiment le soleil du village, et puis dans ces petites villes, et dans Broadchurch, l'enfant. Danny Latimer. Ouais, et qui sont vraiment au cœur d'un réseau empathique immédiat, c'est-à-dire que tout le monde pleure ces personnes. Nous, on est vraiment parti dans quelque chose qui est notre victime. En fait, c'est un étranger, c'est quelqu'un qui est là depuis un an. Les gens l'aimaient bien, mais enfin, en même temps, est-ce qu'ils l'aimaient vraiment? Et on trouvait que c'était un rapport aussi intéressant pour le spectateur, c'est-à-dire de rencontrer des personnages en ayant tout de suite quelque chose de se dire, tiens, c'est quand même étrange, quoi. Ça, c'est en fait, là, on a plus le côté où tout le monde peut vraiment être coupable, alors que quand tout le monde l'aime, ça évite justement de penser que tout le monde peut être coupable, tout le monde aurait pu le faire parce que de toute façon ils ont un attachement ou pas. C'est un peu comme ça qu'on le ressent, et dès le départ, c'est que tout le monde peut être coupable, et comme je vous disiez au début, c'est le côté Cluedo, c'est que voilà, tout le monde a le côté c'est peut-être lui, en fait. On a une phrase qui est arrivée très très vite quand on développait le projet, mais on cherchait entre nous aussi, hein, des espèces d'idées morales. C'est un gros mot, moral, hein, mais des espèces de. Et on a eu cette phrase qui est venue assez vite, qui était la culpabilité d'un seul n'exclut pas la responsabilité des autres. Et en fait, le principe vraiment de la série, comme on l'a pensé, c'était ça. C'est-à-dire que dans ce village, le fait que ce soit un étranger et qu'en fait les gens soient tous comportés de manière un peu étrange avec lui, leur fait à tous porter une part de la responsabilité de sa mort. Même si ça n'a rien à voir avec la résolution de l'enquête, si tu veux, mais c'est une espèce de point de vue qui se superpose à tout ça, quoi. Oui, très bien, mais tout le monde, oui, c'est ça, tout le monde l'a poussé, c'est vraiment l'effet papillon, en fait. Tout le monde a quelque chose à se reprocher par rapport à son rapport à Driss, quoi. Ouais. Mais comme on n'avait pas aussi, c'est ça que Ben disait avant, comme on n'avait pas la famille qui pleure, enfin bon, on a la famille qui pleure dans l'épisode 1, mais je veux dire, on n'avait pas les parents qui sont toujours là pour mettre une touche d'émotion dans les épisodes au fur et à mesure qu'on avance. On avait peur parce qu'il faut quand même être en empathie avec ce personnage de victime. Et du coup, c'est pour ça qu'on est venu avec cette idée un peu aussi à la Twin Peaks, hein, d'y ajouter. On avait envie d'ajouter une touche un peu irréelle. Le côté des rêves en début d'épisode. Un peu horrifique. Plutôt le cauchemar, plutôt. Ouais. Oui, c'est plutôt, il y a pas des. Il y a quand même des moments un peu où on plisse un peu les yeux, on n'a pas trop envie de regarder. Et heureusement, on ne voit pas trop non plus. Un peu anxiogène, quoi. Oui, juste un peu. Voilà, je n'en dirai pas plus parce que peut-être les personnes qui vont écouter qui n'ont pas encore vu la série, mais quand même, il y a d'autres moyens de faire passer des chaussures de football, quand même. Hein. Oui, moins de 10 ans, hein. Ne regardez pas ça, oui. Mais je pense que de toute façon, les personnes qui me suivent doivent avoir à peu près 20-30 ans, voire peut-être plus, donc ça devrait aller. Ok. Mais de toute façon, c'est pas... voilà. Mais je pense que oui, moins de 10 ans, et encore, je pense que c'est encore assez gentil.
Parce qu'il y a des moments où ça peut être même limite du 12, voire parfois un peu plus. Je sais pas comment ça fonctionne vraiment au niveau, entre guillemets, comme pas le CSA, mais par rapport à la RTBF, mais il y a quand même des scènes et certaines choses qui pourraient être pour plus que 10 ans. Bah, les scènes il y a un tout petit peu de côté nudité, le côté sanglant, le côté un peu En fait, sexuel, c'est- je pense que vous étiez peut-être toujours à la limite aussi niveau contrainte là-dessus d'en montrer, mais pas trop non plus pour éviter de tomber dans un truc qui ne pourrait pas Mais passer écoute, avant 21h. on est les premiers surpris un peu de ça. C'était un truc que Mathieu a dit à une des toutes premières réunions qu'on a fait, c'était de dire on fait une série qui n'est pas pour vous. On va la faire, hein, mais on n'est pas sûr qu'elle soit pour vous. Parce qu'on va faire ce qu'on a envie de faire. Et on sait pas, on voulait pas faire un truc horrible, hein. Attention, je suis pas en train de dire qu'on voulait faire un truc absolument glauquissime avec du sang et du sexe dans tous les sens. Mais on avait vraiment envie d'écrire une série que nous, on aurait envie de voir. Et il y a un truc qu'il faut vraiment dire sur la RTB, c'est qu'à ce niveau-là, ils nous ont vraiment laissé faire ça et qu'ils ont à un moment assumé pleinement le choix qu'ils ont fait. C'est-à-dire que jamais il n'a été question de diffuser ça plus tard. Ils ont toujours, même en montage, on a eu très peu de remarques sur ce genre de choses. On a eu des discussions, Bien mais sûr. au final, on a toujours pu aller dans la direction dans laquelle nous on voulait aller et ils ont assumé le fait de nous avoir lancé, de nous avoir laissé choisir cette direction-là. Donc rien n'a été trop loin pour eux, rien n'a été coupé justement par rapport à ça, ou peut-être un peu quand même. Non, ça va, mais eux, ils disaient, vous pouvez parler de tout, de tous les sujets, et tout, ça dépend comment vous allez le montrer. Et oui, je crois qu'il y a des scènes un petit peu qui font peur ou qui sont un poil plus crues, mais je crois qu'il y a quand même le bon dosage pour pas que ça devienne Non, c'est pas trop. et vulgaire. Non, c'est ça, c'est en général utile, ça sert l'histoire, c'est pas juste gratuit. Et C'est ça. il y a beaucoup de choses qui sont suggérées aussi, hein, suggérées. Oui. Donc les gens ont la perception de mais en fait on montre pas grand chose, quoi. Non, finalement, il n'y a pas grand-chose, mais c'est vrai que on aurait pu se dire, comme il y a quand même parfois des personnes au niveau à la télé un peu frileuses, surtout quand c'est en prime time en fait, parce que là, oui, c'est 20h55 le dimanche, donc c'est du prime time. Ouais. De voir comme ça, c'est quand même un pari assez fort, et je pense que c'est un pari réussi parce que le public est fidèle à ce côté-là, et je pense devrait en redemander. Je sais pas si vous avez des retours autres que ce que je vois parfois sur Oui. Twitter ou autre, mais Plus de sexe et plus de sang encore, ils veulent. c'est toujours la même chose. Non, mais c'est ce qu'on disait au début de tiens, on est frileux ou pas, et que le public accroche, c'est justement qu'ils sont ils sont prêts à voir ça, il y a une limite, hein, et je crois qu'on l'a pas franchise, mais bon, ok, non, ça va, ne nous infantilisez pas trop, ça va, on est habitué. Tu regardes quand même plein d'autres séries américaines, ils y vont franco, quoi. Oui. Enfin, Donc, et pour justement pour certaines choses, ils y vont moins franco que vous avez pu le faire en fait ici. Sur Voilà. certains types de choses, mais bon, il y en a quand même des où, enfin, tu dois en avoir mille exemples. Moi, le premier qui me vient à l'esprit, c'est Game of Thrones. Oui. C'est quand même ça fait même partie de la série, c'est d'être assez réaliste dans la cruauté de l'époque, quoi. Mais attention que c'est une série qui est donc du câble, qui est par un public différent d'une grande chaîne, d'une chaîne publique en fait. C'est surtout ça. C'est toujours un peu la différence qu'il pourrait y avoir entre une série qui va passer sur sur HBO pour celle-là, ou plus proche de nous Canal+, BTV, que justement la RTBF qui est une chaîne publique où là peut-être on est plus réticent, et c'est étonnant et en même temps très agréable de voir que justement il y a des risques qui sont, enfin des risques, ils sont conscients de ça, ils prennent le risque de dire voilà, ça passe ou ça passe pas, et de voir ça en Belgique, je pense que c'est très très rare. Et ce qui est dans tout ce qu'on dit là, ce qui est vraiment vraiment chouette, c'est que c'est surtout que les spectateurs en fait regardent et les gens sont. Parce que je pense qu'on a un peu cette crainte. Je pense que c'est peut-être européen. Je vais pas dire que c'est belge ou en tout cas en France mais c'est pas exactement le truc, mais on a un peu tendance à prendre les spectateurs pour moins subtils qu'ils ne le sont.
Et en fait, je pense que les gens sont quand même très fort habitués à ce langage de série qu'on utilise. Bien C'est pas sûr. quelque chose de complètement neuf, sauf on le met assez peu à l'écran chez nous. Et ce qui est super, c'est de se rendre compte qu'en fait, quand on leur propose quelque chose comme La Trêve, en fait, les gens accrochent et les gens ont envie de voir ça. Et ça, je crois que c'est vraiment un des trucs. Et quand Steph disait tout à l'heure qu'il y a un côté, on espère en tout cas que La Trêve va ouvrir une brèche dans la fiction francophone, c'est aussi pour ça que les décideurs de chaînes vont se dire, ah tiens, en fait, ils ont proposé La Trêve en prime time et ils ont eu des spectateurs. Et les gens étaient là, et les gens ont répondu présent. Et pas cette crainte, tu vois, il y a cette fameuse vidéo, je sais pas si tu as vu, j'imagine, avec, de gens qui vont pitcher tous des concepts de séries américaines à des décideurs de chaînes français. Et donc, c'est une blague, hein, c'est une vidéo blague où ils pitchent une parodie, et ils pitchent Games of Thrones, ils pitchent des trucs de genre, et à chaque fois, les directeurs de collection des chaînes françaises disent, non, ça marchera jamais. Et en fait, ça cartonne. Oui. C'est-à-dire, c'est des cartons internationaux, sauf que les gens sont frileux chez nous. Mais c'est justement pour ça, parce que quand je parlais de ça, c'est parce qu'il y a très peu de temps, donc il y a la saison 10 de X-Files qui est arrivée sur M6. Ce n'a pas été le cas apparemment sur BTV, mais justement parce que BTV est voilà, c'est payant, mais M6 ne l'est pas, où ils ont justement refait un peu le montage, recadré des choses, flouté des choses dans les premiers épisodes qui ont été diffusés, parce que c'était justement à grande écoute, parce qu'ils devaient le passer vers 21h. Et donc c'est pour ça que moi justement je me suis dit, mais je suis content aussi de voir que il y a encore des personnes qui sont assez courageuses à la télé pour dire c'est comme ça et puis c'est pas autrement. Autant venant de vous que de la chaîne en fait, tout simplement. Non, c'est clair. Donc par contre justement par rapport à tout ça, moi il y a quelque chose que je trouve aussi d'assez frappant là-dedans, c'est qu'il y a une espèce de volonté du réalisme un peu dans les procédures, même si ça sort un tout petit peu des chemins balisés, mais je trouve que j'ai l'impression qu'il y a eu une consultance un peu policière, ou en tout cas une demande qui a été faite sur comment ça se passe, comment une enquête vraiment se passe. J'ai l'impression que niveau police et même psychologue, pour la psychologue de la série, j'ai l'impression qu'il y a eu peut-être un ou deux consultants, ou en tout cas des personnes qui ont été interrogées là-dessus pour avoir quelque chose d'un peu plus crédible. C'est complètement vrai. On s'est partagé la tâche. Du coup, là, sur le coup, c'est rigolo. C'est que Stéphane s'est plus occupé de la police et que moi, j'ai un peu plus rencontré des experts psychiatres. Mais oui, on a rencontré des gens dans les deux cas, et des policiers, les comédiens. On a rencontré. Enfin, Steph en parlera mieux que moi. Mais oui, le gros challenge, en fait, quand on fait une série francophone comme ça, c'est les flics francophones. Il y a des contre-exemples et tout, mais il y a un gros, surtout en Belgique francophone, il y a un gros souci de crédibilité. Si t'as un flic belge, on est tout de suite là, allez hop, la vieille blague, quoi. On est là, bon, allez, c'est pas vraiment parce que c'est pas les mêmes costumes que les Américains et ils parlent anglais, et du coup, boum, ça c'est plus classe, c'est plus sérieux, quoi. Voilà, hop, t'y crois tout de suite, tu te dis, t'es en Californie, tu te poses pas une demi-seconde sur... Et du coup, oui, ça, on a fait super attention que ce soit le plus crédible possible, et du coup, on s'est beaucoup documenté. Moi, je suis un bon consommateur de Faites entrer l'accusé, l'émission de France 2. C'est rigolo, j'ai vu des tweets où les gens mettaient La Trêve, et j'enchaîne avec Faites entrer l'accusé. C'est un truc que j'ai... On a failli t'envoyer un SMS l'autre soir pour ça. C'est un truc que je dis, ça c'est le bon combo. Enfin bon, peut-être... Pour passer un bon dimanche soir. Oui, il y en a qui aiment beaucoup ça. Moi, j'en connais une très proche de moi, ma compagne, justement. Pour bien dormir, quoi, La Trêve et puis une histoire de serial killer. Oui. Mais oui, et les personnages Johan et Drummer, enfin tous les policiers ont rencontré donc voilà, oui, des gens de la criminelle, quelqu'un qui était dans les flagrants délits, beaucoup dans les braquages, et puis un autre inspecteur qui travaille dans la section homicide, et du coup ils sont renseignés, ils leur ont posé des milliards de questions, et ils ont aussi appris à comment tenir un flingue. C'était rigolo parce qu'on était donc la préparation et tout ça, tout se faisait en même temps, c'est-à-dire qu'on était encore en train d'écrire quand ça se préparait, quand Mathieu répétait en bas, et on était en train d'écrire, nous, la structure des derniers épisodes, tout ça a changé les trucs, et boum, on les voyait rentrer avec leur faux flingue parce que le flic leur montrait comment faire une perquisition, quoi. Il était dans les bureaux de production, ils entraient, ok, mets-le à terre et tout. Donc c'était rigolo, quoi.
Après, on a pris quand même c'est parce qu'on on fait pas du tout un procédurier, hein, donc on n'est pas du tout dans un respect classique, c'est-à-dire qu'on a quand même des écarts dans la narration et dans la fiction Sûr. qui nous permettent de raccourcir certains enjeux parce que c'est évident que la trêve ne respecte pas à 100% le truc parce qu'on avait besoin de fictionnaliser tout ça, quoi. Oui, mais sinon tu prends ça allait prendre. C'est pas, il y a un moment donné où c'est plus trop cinématographique, quoi. La procédure en soi, faut un peu accélérer et tu simplifies pour avancer juste dans le récit. C'est sûr que si c'était vraiment très très réaliste, l'enquête aurait pris beaucoup plus de temps. Ah bah Et oui. c'est pour ça que j'utilise le mot plutôt crédible que réaliste. Par contre, quand je parlais aussi de crédibilité, par rapport au psy, c'est quelque chose justement dans l'épisode 6, je pense, ou enfin c'est dans les deux derniers. Au moment où c'est arrivé, il y a justement ma compagne qui est psychologue qui s'est exclamée: ah, pour une fois, le test de Rorschach, il l'utilise dans le bon ordre et surtout dans le bon sens. Donc, parce que Oui, c'est ça, c'est les 10, Ah ouais, les 10 éléments. Le premier, c'est bien celui-là, c'est dans le bon sens. Ça paraissait justement crédible. Hein, Et c'est un vrai test de Rorschach, c'est-à-dire et c'est justement, pas. ça, elle était étonnée de voir que, parce qu'en général, c'est Non, un non, peu c'est difficile de s'en procurer, de pouvoir l'utiliser. Mais c'est des petits détails, en fait. Dans ce qu'on pouvait faire pour rendre tout ça crédible, malgré le fait qu'on n'ait pas une production hollywoodienne, il y a souvent des petits détails qu'on peut gérer, en fait. Et ces petits détails sont hyper importants. C'est vraiment la petite chose, tu vois, qui va faire qu'en fait ton image tient et qu'en fait ton personnage tient. Et donc, moi j'ai contacté plusieurs experts psychiatres. Et avec Yasmina Douyeb qui joue l'expert psychiatre, on a passé, et avec Johan aussi, on a passé, je sais pas, 4-5 heures à discuter des séquences qu'on avait écrites, des séquences qui étaient en écriture, des procédés, des procédures. Tout n'est absolument pas dans la série, mais ça permettait de se conforter dans une idée de se dire, tiens, en fait, oui, ce genre de situation peut exister. Et on a pris à nouveau des écarts avec la réalité de ce genre de rencontre, hein. Bien sûr. Mais on a essayé quand même d'amener une espèce de crédibilité là-dedans, ouais, qui est essentielle, en fait, parce que c'est quand même pour nous, cette trame de l'expert psychiatre sous-tend le personnage principal très 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 fort. Et donc il fallait qu'elle soit crédible, quoi. Ce serait dommage justement de gâcher cette trame-là et qui sert d'épine dorsale en fait à tout le reste, quoi. Ouais. Ouais. Et alors, par contre, niveau de détail, il y a un détail que j'avais remarqué depuis longtemps et qui m'a été conforté aussi par les deux derniers épisodes. Et là, je repars du côté un peu la question façon le pull de l'inspecteur Peters, c'est le jus de cranberries de Marjo. C'est- J'avais vu cette bouteille-là depuis le début. Je me dis, mais tiens, c'est étonnant de voir ça. Mais c'est Pourquoi bien, justement t'es bien ça? attentif, quoi, oui, de la voix. Bah, c'est surtout que j'en bois aussi pas mal et je me dis c'est quand même rare, j'en prends pas autant qu'elle, mais c'est quand même assez rare d'avoir cette précision-là. On aurait mis une bouteille d'eau, c'était voilà, en général c'était très bien, mais là c'est amené. Bon après c'est peut-être une anecdote et peut-être que ça va être utile plus tard, mais le côté où ça aide la mémoire et en même temps ça fait beaucoup aller aux toilettes. Je trouvais ça assez drôle justement le petit côté, voilà, quand on parlait de décalage. C'est le genre de décalage qu'on a de temps en temps qui font que on n'est pas dans le côté trop sombre non plus. Le Mais côté un peu plus humain. c'est les trucs que nous on adore. Enfin, c'est vraiment ce petit genre de détail. En fait, c'est ça qui fait un peu la saveur de ton plat, quoi. Oui. Et tu peux avoir des aliments qui sont bien, mais si tu vas mettre la petite épice qui fait que ça relève le truc exactement comme tu l'aimes, bah, ça va être parfait. Et du coup, ce genre de petites choses qui n'ont pas une valeur narrative gigantesque, mais qui caractérisent un personnage, et c'est génial. Quand elles fonctionnent, c'est vraiment dément. Et là, justement, c'était vraiment un choix un peu au hasard, ou il y a aussi une petite histoire derrière ça, ou pas du tout, en fait. Je crois que c'est Mathieu qui est arrivé avec ça, hein, Steph, je Encore sais plus très Oui, bien. c'est ça, Ouais. oui. Qu'est-ce qu'elle pourrait boire? On était, je sais plus, il y avait on disait un Verhelst, le policier flamand avec sa barbe. Et à un moment donné, on disait, il faut qu'il ait un moule gaufre pour faire des gaufres. Et puis C'était trop compliqué. Ouais. l'idée, tout est trop compliqué. Du coup, Le côté des tartines emballées avec Oui. la petite serviette, je pense que c'est déjà pas mal dans le personnage.
Mais oui, non, je sais pas où il a été chercher ça, mais oui, il a mis ça. Tiens, on va lui faire boire du jus de cranberry. J'ai l'impression que maintenant je vais voir le. Je ne l'ai jamais vu, mais je vois donc monsieur donc Mathieu habillé avec un pull dans le même genre, en train de boire du cranberry en mangeant du thon piquant. Je sais pas pourquoi. C'est une image assez bizarre. Voilà. Et en prenant plein de médicaments. Mais tu Ah n'es oui, pas loin, ça, tu n'es par pas contre, loin. Non, les médicaments pas, mais tu n'es pas loin. pas pour les médicaments. Ouais. Et justement, à part par rapport au casting, est-ce que le casting, à part Johan Blanc, qui était une évidence dès le départ, est-ce que tout le reste s'est passé très très vite? Il y a eu des changements en cours ou ça a été premier choix directement le bon? T'as le mélange des deux. T'as Catherine Salé, Jean-Benoît Hugeux, Philippe Grand-Henri. Je vais en oublier plein, mais t'as beaucoup de gens pour qui on a écrit. On s'est dit tiens c'est lui en fait le personnage. On avait besoin aussi de mettre des têtes. On travaillait dans un bureau avec des post-it au mur et des photos des comédiens. On disait ah tiens lui il va faire un tel et ça permet de visualiser en fait ton histoire très vite. Et puis après il y a quand même toute une bonne ribambelle de comédiens qu'on a casté. Mais c'est beaucoup de gens qui sont dans notre univers ou dans nos milieux quoi. Un peu comme Oui. Éloi Rago pour la musique, je suppose, c'est aussi dans le même milieu, c'est pour ça qu'il a été Alors, choisi ou... Éloi, c'est une chance colossale et ça me fait plaisir parce que vraiment il faut le mettre au centre parce qu'il a fait un boulot Ah gigantesque oui. avec Steph. Et en fait, je parle 2 secondes après, je te laisse parler, Steph, parce que c'est plus Steph qui a travaillé avec lui. Mais Éloi, c'est un hasard. Moi, j'ai déménagé un ami il y a 2 ans et en fait, il est dans la voiture à côté de moi que je conduis une camionnette, il est à côté de moi et on parle de ça et il me dit qu'il vient d'envoyer une démo à Anthony qui est notre producteur. Et donc au moment de choisir le musicien. On s'est dit bon on va le faire venir, on va en faire venir 2, on va leur proposer 2 choses et puis on va 2 ou 3 je me rappelle plus et on va choisir le meilleur et en fait il s'est retrouvé qu'il était excellent quoi. Ah oui, ça c'est sûr que niveau musique, ça aide beaucoup ce choix-là, et puis je suppose que ça fait partie aussi du choix de Balthazar pour le générique. Balthazar c'était avant. C'était avant. Ouais, très rapidement, c'est Ben qui avait pensé à ce groupe-là pour le générique. On devait tourner dans la sélection RTBF. On a d'abord dû tourner 10 minutes Ouais. comme test et on avait déjà mis du Balthazar à l'époque. Donc c'est vraiment un morceau qui colle super bien à l'ambiance. Oui, la voix, la musique, c'est vraiment ça a ajouté au côté, encore une fois, un trou détective, hein, Ouais. le côté avec les visages, les transparences. Dans ce genre-là, c'est vraiment le côté où on sent que on est dans le clin d'œil, voire même limite l'hommage à ce genre-là. Je sais pas si je vais peut-être un peu trop loin, hein, Non, mais, tout à fait, mais c'est une référence qu'on assume totalement. mais je pense que quand c'est aussi évident, il faut mieux Oui, l'assumer oui. totalement. Et pour la composition de musique originale, oui, Oui. Éloi, il est d'une polyvalence et d'un professionnalisme. J'ai rarement vu ça, parce qu'il a dû, en gros, on cherchait avec lui et il est venu nous rejoindre en fin d'écriture, donc Mhm. avant le tournage, ça pour qu'il s'imprègne et tout. Et au début, on était parti sur plein pot sur de la folk, et puis on a gardé certains éléments folk, mais on est parti dans des trucs plus dark. Et il a dû composer des heures et des heures. Et je me souviens même jusqu'au dernier épisode 10 où j'étais en fait, parce qu'au bout de 9 épisodes, c'est bon, on a un peu notre panel de musique qu'on fait un peu revenir, quoi. Et j'étais mais il va falloir en recomposer des nouvelles. Et il était je sais pas à son combienième jour et il était pas de souci, quoi, toujours motivé. C'est assez incroyable, quoi. Ou des musiques qu'il avait composées pendant je sais pas combien de temps, on lui dit on va tout changer, il était toujours pas de problème, pas de souci, quoi, toujours au service du projet. C'est hyper agréable de travailler avec lui, quoi. Et c'est un mec jeune, hein, c'est un type Ouais. il a 30 ans la semaine prochaine, hein, c'est une bombe, hein, c'est vraiment une bombe. Autodidacte, oui, Ouais. il est impressionnant, quoi. Non, mais c'était une bonne découverte, autant que justement, encore une fois, Balthazar, que je ne connaissais pas le groupe en fait du tout. Ça permet aussi de connaître un peu plus ce qui se fait en Belgique, hein, parce que comme il n'y a rien réellement, enfin en tout cas il n'y avait pas grand-chose, c'est difficile de faire évoluer des personnes locales, des musiciens, des groupes et acteurs surtout. Les Parce comédiens, oui. on a des comédiens, voilà, encore une fois, c'est un bon exemple. On a des comédiens qui sont très très bons, qui donnent pas l'impression de jouer au théâtre, à la télé. C'est quand même
quelque chose que moi j'ai tendance à remarquer et que je n'aime pas dans certaines séries, on va dire françaises et certaines petits essais belges, c'est qu'en général on a l'impression même au cinéma de jouer au théâtre mais filmé quoi. Et là on a vraiment le côté un peu plus oui anglais, américain dans la façon de jouer et même de filmer le tout en fait. Mais c'est ça que nous, on est hyper fiers aussi d'avoir, enfin, de pouvoir par ce biais mettre en avant ces comédiens, parce que je sais plus quel article j'avais lu, je sais plus dans quel journal. C'était au tout début de la série où il disait la trêve où il y a pas de star. C'était genre, je sais plus dans quel contexte c'est, mais je crois que c'était même pas une critique, mais il mettait il y a pas de star. Et la télé, c'est ça que les séries, ça qui est vraiment très chouette et qui est tout à fait différent du système cinéma où on parle d'acteurs bankable. Hein. C'est très compliqué de monter un film si vous voulez un petit peu qu'il soit distribué. Si vous n'avez pas d'acteurs bankable, mais les séries, moi j'ai l'impression, on commence avec des acteurs inconnus qui peuvent devenir des stars. Quoi. Il y a des milliards et des milliards d'exemples de séries, de gens qui ont été cherchés du théâtre, du truc, et qui sont par la suite devenus connus. Et c'est ça, nous, on est vraiment très contents de pouvoir mettre en avant tous ces comédiens qui travaillent toute l'année au théâtre, hein, qui sont super talentueux, mais qui n'attendaient que ça. C'est une chance de pouvoir se montrer. C'est un peu le principe aussi et oui, je sais que j'ai oublié tout à l'heure, j'ai aussi oublié Anne Coussens, qui était aussi un des personnages qu'on avait en tête très vite. Mais tu as l'objectif de ce fonds qui a été créé par la Fédération Wallonie-Bruxelles et par la RTBF est clairement aussi de dynamiser un tissu professionnel de scénaristes, de réalisateurs, de techniciens, mais aussi surtout de mettre en avant des comédiens belges. Parce que, en fait, l'exemple est très proche de nous, c'est même un exemple belge, c'est l'exemple flamand. Eux, ils font de la série depuis 20 ans, et ils font des très bonnes séries, et ils ont créé, ce qu'ils appellent le Bekende Vlaming, hein, et qui sont donc des gens qui sont d'abord passés dans des petites séries télé, et qui ont créé une espèce de mini star system, c'est-à-dire que les gens voient des comédiens dans des séries et les retrouvent dans des films, et quand ils voient le film qui sort en salle avec tel comédien, avec Veerle Battens, avec Wim Willard, avec même Sam Louik, hein, plein de Tom Audenard, sont tous des gens qui jouent à la fois à la télé et à la fois au cinéma. Et du coup, les gens qui ont l'habitude de regarder la télé, quand ils voient un film qui sort en salle avec ce comédien, se disent tiens, je vais aller le voir, je le connais. Et en Belgique francophone, ça n'existe absolument pas. Et donc il y a aussi une volonté qui nous, c'est un des trucs qui nous a évidemment séduit là-dedans, c'est que justement on nous proposait de faire quelque chose et qu'on allait pouvoir faire jouer des comédiens qui n'étaient pas des comédiens particulièrement bankable. Et alors justement, tant qu'on est à parler du paysage belge des séries, donc ça c'est vraiment on va dire le tout début d'un changement qui en fait aurait dû exister depuis longtemps, mais qui comme d'habitude, hein, l'exception belge, fait que on est coincé entre deux grands pays, et puis en Belgique francophone, soit on ne fait pas, soit on n'a pas la possibilité de le faire. Et donc justement là, selon vous, ce genre de choses-là pourrait changer énormément le paysage belge actuel. Bah, c'est très tôt pour le dire évidemment, parce que là, nous on est vraiment le tout premier projet en fait qui sort de cet appel. Donc nous on espère que ça va changer et que ça va faire vraiment évoluer quelque chose. Il y a une brèche qui s'est ouverte, mais maintenant il faut qu'il y ait des gens qui s'engouffrent dedans. Parce que de l'intérieur, je suppose qu'on le voit encore plus qu'il y a rien en fait. Bon, j'exagère, hein, mais qu'il y a. Non, tu n'exagères pas du tout. Il y a rien. Il y a strictement rien. Il y a pas du tout en web série, mais encore une fois à la RTBF. Ouais. Oui, c'est ça, mais il y a quelque chose qui est en train de se créer, et ça, c'est assez génial que le centre du cinéma soit venu aussi un peu se mêler de tout ça. C'est-à-dire que ça ouvre une autre perspective, c'est une volonté politique qu'il faut recadrer sur certains points, qu'il faut améliorer, qu'il faut repenser, tu vois. Mais il y a le début de quelque chose, et maintenant il faut espérer que le moteur prenne, quoi, que ça commence à tourner, et qu'on ait quelque chose qui dans 5-10 ans soit une espèce d'industrie de la série, quoi. Ouais, et ce qui serait génial, c'est que RTL, du coup, aussi se réveille et se disent bon, ok, les gars, boum, il faut qu'on fasse des séries aussi, et ça, ce serait vraiment génial pour tout le secteur, quoi. Oui, c'est vrai que faire jouer la concurrence, mais dans le bon sens du terme, quoi. Oui, pour éviter d'avoir des séries qui sont tournées à Bruxelles Airport sur les bagagistes, et puis c'est tout. Hein, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais justement, ça c'est par rapport encore une fois à la question du paysage belge audiovisuel. C'est pourquoi autant de retard en fait.
pourquoi, encore une fois, autant de retard? Est-ce que il fallait le temps qu'il y ait des personnes à des postes décisionnels qui soient d'une autre génération, d'une génération baignée dans la série, ou on n'en sait rien du tout, c'est juste, c'est comme ça et c'est tout? Oui, je crois que le déclic est venu parce que la Flandre a eu le déclic avant. Oui. Alors pourquoi est-ce qu'ils l'ont eu avant? Je crois que c'est C'est pas- vraiment un truc qui est très très large, hein, qui est presque inexplicable. Je crois qu'effectivement on a une guerre de retard, hein, par rapport au développement de l'industrie de la série. Mais il y a un truc qui est peut-être aussi très très particulier chez nous, c'est qu'en fait nous on est très fort dominé par la culture française. Et c'est pas une critique, hein, mais Non, on a non, c'est dans tout ce qui est culturel et autres. Ouais. Oui. Et on a un tout petit marché. Alors je déteste parler de. Moi, je suis vraiment la dernière personne qui parle de ça. Mais quand tu analyses la chose, c'est le marché francophone, c'est 4 millions de personnes. Et quand tu prends les chiffres de la télé, TF1 est quand même très très souvent c'est la télé européenne déjà la plus regardée en termes d'audimat. Mais forcément, les Belges regardent beaucoup TF1. Et du coup, tu as, à mon avis, une espèce de sensation de léthargie. C'est-à-dire que comme les gens ne regardent pas, tu n'as pas envie de créer et que tu fonctionnes un peu comme ça. Et donc, il faut à un moment une décision politique qui dit non, on va changer le machin et on va essayer de créer quelque chose d'autre. Et avant que cette décision politique vienne, ce qui est sans doute une erreur, parce que je pense que la culture doit toujours être mise au centre des enjeux, mais tu as évidemment des millions de choses à gérer. Et dans un pays comme la Belgique, qui peut tourner 514 jours ou 512 jours sans gouvernement, je pense qu'il y a des choses effectivement qui passent à la trappe, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont pas prises en charge au moment où elles auraient dû l'être pour être dans le bon train. Mais bon, là, on est dans une période où justement c'est en train de bouger, donc il faut essayer que ça perdure, quoi. Ça bouge, oui. Justement, en parlant de bouger et que ça perdure, pour vous, donc ici, le but, c'est de voir comment la saison entière va être reçue. Mais est-ce qu'il y a déjà des envies, des idées de projets pour donc une saison 2 ou autre chose, ou pas du tout pour l'instant c'est encore trop tôt? On a une idée pour une saison 2. Mhm. Une très bonne idée enfin, on en a parlé autour d'un café, mais on a eu des frissons en se le racontant, en se disant ah oui, ça peut vraiment être très très bien et relancer puisque la saison 1 se clôture, relancer sur autre chose. Mais il faut juste voir pour la sempiternelle question du budget. Oui. C'est que voilà, tout ce qu'on a, voilà, c'est pas le podcast, on a dû quand même parler au moins 45 minutes de budget. Donc J'espère pas. non, oui. Mais Non, donc non. oui, on a l'idée, mais non, voilà, comment la concrétiser. Mais Oui, l'envie est là. On a adoré faire cette série, et je pense que c'est un des trucs dont on est très fier aussi, c'est on l'a porté comme des dingues et qu'on l'a porté avec beaucoup d'envie. Toute l'équipe l'a porté avec beaucoup d'envie, et on a très envie de faire une deuxième saison. Et on a, je pense, une idée très très bien, comme dit Steph, mais qu'il faut pas qu'on la fasse n'importe comment, parce qu'on va s'essouffler, parce qu'on va perdre de l'énergie, et que donc il faut prendre un petit peu de temps maintenant pour bien voir les cartes qu'on a en main et comment les positionner pour arriver à faire une trêve 2 qui soit au moins aussi bien que la trêve 1. Mais là, je pense que de toute façon, avec le succès que rencontre la série actuellement, le fait que vous soyez déjà un peu plus déjà dans le système, vous allez lancer, c'est sans doute un peu plus simple de pouvoir défendre quelque chose. Surtout défendre avec entre guillemets, une suite. Ça sera de toute façon, théoriquement, dans le meilleur des mondes, beaucoup plus simple. Mais j'espère. Écoute, on verra, parce qu'en gros, on nous a déjà proposé, tu vois, mais que nous, on veut que les choses soient d'abord vraiment très très stabilisées à certains niveaux avant de signer. Bien sûr. Ne pas y aller trop vite, mais ne pas prendre trop de temps non plus, quoi. Donc, essayer de trouver le bon équilibre. Exactement, oui, parce qu'on est tout à fait. Mais on est plus dans un système d'écriture qui est à la Fargo, c'est-à-dire que j'avais lu une interview du showrunner de Fargo, Noah, je me rappelle plus son nom de famille, bref, qui disait que lui chapeautait absolument toute l'écriture et qu'il refusait en fait de rentrer dans le système de production qui veut que en cours de tournage la saison 2 soit déjà en train d'être écrite et qui veut pouvoir garder une main mise en fait sur son écriture, son tournage et son montage. Et je pense que ça c'est quelque chose que nous on va garder aussi. Donc de toute façon, on a rien écrit de concret pour le moment. On a des idées, on a une trame générale, et on va prendre le temps de bien la faire. Mais on sait aussi très bien, et Fargo, il tourne il y a 1 an et demi entre les 2 saisons, ou 2 ans, et je pense que c'est ça notre objectif. Si on fait cette deuxième saison, ça va se décider très vite. C'est un
timing encore très très honorable, surtout pour une série qualité. C'est juste par rapport à, comme je parlais des Revenants et de ce long hiatus de 3 ans, voire plus, il y a toujours la limite avant de tomber dans le côté où on risque de nous oublier et que ça soit préjudiciable. C'est clair. Après, là-dedans, justement, est-ce que il y a justement des propositions d'exportation en dehors de déjà rien que côté néerlandophone? On va pas en parler trop longtemps parce que c'est C'est en discussion. surtout des choses qui sont en cours et qui sont en discussion. On a de très très bons contacts Alors, à plein de niveaux. Mais pour le moment, rien n'est fait, rien n'est clair. Donc c'est... que ce soit dans n'importe quel pays, de toute façon, rien n'est clair pour l'instant. Je suppose que c'est encore trop tôt. Si je pose la question, c'est parce que justement, voilà, j'ai un collègue néerlandophone qui est un peu énervé de voir qu'on parle d'une série qui a l'air vraiment très très bien, mais qui est pas juste de sous-titres actuellement. Oui, il y a beaucoup de gens qui demandent sur Facebook, notamment les sous-titres néerlandophones, néerlandais. Ouais. Mais oui, mais ça, de toute façon, quand ça Et arrivera, écoutez, ça arrivera. Nous, ce serait vraiment un de nos rêves. Hein. Si la série est diffusée en Oui. France, ce serait génial pour nous. C'est... Voilà, déjà, voilà, en France, c'est beaucoup plus facilement exportable. Côté néerlandophone. Non, je disais en Flandre. Hein. En Flandre, j'ai compris France. Oui, nous, Oui, c'est ce que je me disais. Non, nous, c'est vraiment. On a tourné avec des comédiens flamands. On adorerait que ce soit diffusé en Flandre. Donc ça- c'est vraiment un super aboutissement, quoi. Ouais. Ouais. Voilà, bon, c'est encore trop tôt. J'ai posé la question trop tôt, donc on le saura, je suppose, assez vite. Et pour sortir un peu de tout ça et revenir un peu sur vous, actuellement, quelles sont les séries que vous regardez en dehors de celles que vous avez regardées justement pour vous, mais aussi pour la série? Est-ce qu'il y a des choses que vous regardez assidûment actuellement ou pas Ouais, du tout? Alors, moi, j'en ai plusieurs, mais là, moi, j'attends, mais j'attends que ce soit diffusé entièrement. Je voudrais voir Vinyl et on m'a parlé d'une autre série, mais j'ai oublié le nom, qui est genre 1 heure ou des coordonnées. Et les dernières que j'ai regardées, moi, c'est Show Ah, Me c'est a View. 11 22 Ouais, 63 de ouais, c'est ça. On sur m'a dit que Ubu. on m'a dit que c'était démentiel, mais Ah, mais je confirme. voilà. Ah oui. Et l'autre, et moi, les dernières qu'on a regardées tous, c'est Making a Murderer, qui est une série documentaire. Ouais. Qui est exceptionnel. Et Show C'est Me a monsieur, View. c'est monsieur Série, hein, il connaît tout, hein, donc. Ah oui, c'est vrai. Je monsieur. ne dis pas que je connais tout, c'est juste que c'est actuellement ce que je regarde et que Ouais. je regarde ça d'autant plus que voilà, c'est un livre à la base de Stephen King, donc Ah, mais voilà, c'est ça, je faisais les liens. Ah oui, mais du coup, toi, qu'est-ce que tu regardes comme série, si on peut te poser la question? ah ouf, plein. Une saison par jour, toi. Non, je travaille quand même. Oui, non, je rigole. Je peux difficilement regarder des séries. Non, mais parce que en j'avais travaillant. écouté un podcast et je me disais, ouf, c'est bien pointu, quoi. Vous avez l'air de bien vous y connaître, quoi. Oui, je regarde énormément. Je dois sans doute regarder une vingtaine presque simultanément. Après, je regarde beaucoup de comédies personnellement. Ouais. Je dois avouer que c'est mon genre de prédilection. Voilà, 11, 22, 63, je la Ou regarde. beaucoup de formats courts, alors. Ou des 20. C'est surtout que le format court m'arrange bien pour certaines choses, c'est que c'est plus facile. Par exemple, je regarde dans le train, voilà. Mais je regarde aussi, je m'intéresse de plus en plus au côté un peu plus sérieux. Hein. Bon, en ce moment, j'ai commencé la saison 4 de House of Cards. J'ai Baron Noir sur Canal+, que je regarde aussi. Mais c'est vrai que je suis un peu dans le policier, mais aussi beaucoup la comédie. Vinyl, je suis en train de regarder. Mais voilà, c'est beaucoup de choses et beaucoup de web-séries aussi. Et dans tout ça, j'arrive à trouver le temps d'être à jour pour la trêve. C'est bon, ça. Donc voilà, mais justement, donc Stéphane, toi tu regardes ça, mais Benjamin, toi c'est pareil ou tu regardes d'autres choses? Non, moi, c'est ce que je te disais. Moi, j'ai très envie de voir 11, 29, 63. Là, les dernières que j'ai regardées, c'était Show Me a Hero donc, et, et Making a Murderer. Et là, j'ai When Yard Pines de Ah Mike. justement, j'avais noté dans Ouais. les inspirations parce que justement le côté Twin Mais Peaks, non, voilà. écoute, je n'ai pas vu, mais en fait, j'ai regardé 20 minutes. Quand on a eu fini la série en janvier, je me suis dit, je vais regarder ça, on en avait parlé. Et alors, j'ai regardé 20 minutes, je me suis dit, putain, ça c'est hallucinant à quel point ça ressemble à notre début de saison, alors que vraiment aucun de nous trois ne l'a vu. Ouais. Et puis j'ai arrêté en me disant que j'allais regarder ça avec ma copine, et puis on n'a pas encore eu le temps de se lancer dedans. Comme ça a l'air d'être bien immersif, on va prendre un peu le temps de regarder. Oui. Moi, j'ai Enfin, bien c'est une petite saison. aimé
Mr. Robot aussi. Ah bah Mister Robot, oui. Et- Ça, énorme série Ouais. que tout le monde s'est réappropriée après qu'elle soit diffusée. C'était assez étonnant. Ah oui? Bah oui, parce que justement, au moment où ça a été diffusé, j'en parlais, j'embêtais un peu tout le monde sur Twitter. On était un petit groupe à en parler, et puis il a fallu que tout soit diffusé et que certains médias se l'approprient après le tout pour que tout le monde en parle. Ça a été un succès pendant, mais alors ça a explosé vraiment après. Mister Robot, oui, avec la saison 2 qui devrait arriver Ouais, cet ouais. été, en espérant qu'elle soit au moins aussi bonne, si pas meilleure, que ce qu'on nous avait donné. Ouais, ouais. Bah, il y a moyen en tout cas, de faire encore plein de chouettes choses, quoi. Voilà. Et est-ce que vous avez justement un conseil de série que voilà, à n'importe qui, à des amis, là, il faut absolument que tu regardes cette série-là, une seule, Moi, je sais pas. je dirais Fargo, moi. Fargo, oui, bien sûr. Ouais, c'est Ouais. c'est classique, hein, mais c'est Ah, mais clairement non, moi, mais une des séries que j'ai préférées Bon, ben, ces dernières années. en fan de Faites entrer l'accusé, moi je dirais quand même, oui, Making a Murderer m'a complètement scotché. Et je crois qu'on va avoir des séries documentaires. et Ça va surtout lancer, ça va lancer. une saison 2 de prévue pour Making a Murderer. Ouais, ouais. Et En plus. moi je la trouvais aussi cliffante qu'une autre série. Et pour un docu, c'est assez fou, quoi. C'est ça qui, moi, je trouvais un peu dangereux dans celle-là, c'est Ouais. qu'on la limite entre série et documentaire était parfois assez floue avec des Des prises cliffhangers de dingue, hein. Ouais, et puis surtout une vision imposée, donc c'est un peu dangereux, surtout Ah oui, dans une Oliver. affaire en cours, enfin qui était en cours. Ouais. Donc voilà, c'est la seule chose que me dérangeait. Après, c'est quelque chose de très 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 passionnant. Très passionnant. Voilà, je pense que j'ai fait le tour d'absolument tout. On n'a pas parlé tant que ça d'argent, encore une fois, je vous rassure là-dessus. Je pense qu'on a parlé pas mal de la trêve. Maintenant, il reste plus qu'à terminer la saison, voir le dénouement et savoir si on doit vous en vouloir ou vous remercier pour la fin. C'est là, il y a quand même une petite épée de Damoclès au-dessus de la tête. Est-ce que tout le monde va comprendre la fin, va l'apprécier? Ça va être, je pense, Ouais, c'est délicat pour vous. Le on petit est stress assez aussi. excités, quoi. Ouais, c'est très excitant. Après, tu as toujours dans le, enfin, je pense, moi j'anticipe, hein, mais je me connaissant en tant que visionneur de Murder Mystery, de Whodunit, une sensation quand la fin arrive que de toute façon c'est la fin de ta série, donc tu as une déception. Mais j'espère que les gens vont être surpris. Oui, mais voilà, au moins surpris dans le bon sens. Dans le bon sens, oui, ouais, ouais. au sens du terme. ouais, c'est ça qu'on ouais. ouais. Très bien. Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à tout ça ou quelque chose justement pour continuer à vendre? J'aime pas ce mot-là, mais c'est le cas. Hein, vendre la trêve. À part regardez-le, c'est bien. Oui, rendez-vous dimanche. Non, il y a un truc, oui, dont on n'a pas du tout parlé, et j'y pense maintenant, et ça c'est un truc Oui. qui nous a vraiment fait plaisir, c'est que la trêve passe aussi au cinéma. Et donc Ah c'est oui. une demande qui nous a été faite. Nous, on a toujours défendu l'idée qu'on voulait faire du cinéma à la télé, et il se trouve qu'il y a un petit cinéma dans le centre-ville à Bruxelles qui s'appelle le Cinéma Aventure, qui est programmé et détenu par un mec qui s'appelle Jérôme Branders, qui fait un super boulot de programmation, et qui nous a donc proposé, en fait, lui a adoré les deux premiers épisodes, et qui nous a dit, ah, je rêverais de la sortir en salle. Et donc elle est diffusée en parallèle des épisodes tous les dimanches soirs. Nous, on est à l'aventure avec une partie de notre équipe. Et je crois que c'est un truc je dis ça parce que ça me fait plaisir que ce soit au cinéma, mais aussi parce que c'est un peu révélateur, je pense. Pour nous, ça nous fait plaisir parce que ça veut dire qu'en fait, on a quand même quelque part réussi un petit peu le pari d'amener du cinéma dans la télé des gens. Et puis je pense qu'avec les décors, etc., ça doit donner une toute autre impression justement Oui. sur un grand écran. Et c'est assez rigolo de voir une série dans une salle avec une centaine de personnes, quoi. Ouais, Parce que c'est du ça. coup, c'est comme si tu es dans ton salon, mais Avec 100 entouré d'autres gens, avec 100 personnes. Oui. Non, comme ça n'a pas l'air super chouette, mais non, les gens, en fait, c'est beaucoup plus, ils sont à fond dedans, ils rigolent. Les réactions sont... Enfin oui, c'est une expérience collective, quoi.
Et puis Ouais. surtout, ça conforte dans l'idée où on a fait de bons choix, ou peut-être un moins bon choix. Je veux dire, ah, là, on réagit pas comme on l'attendait. Oui, c'est assez Ouais. passionnant hein, de voir ça. Et pour nous, c'est super gai parce que tu te rends compte que, par exemple, les gens réagissent très fort aux histoires interpersonnelles qu'on a écrites, c'est-à-dire aux relations entre les personnages. Donc, t'as l'enquête, évidemment, les gens sont tendus par cette enquête, mais tu sens qu'ils ont envie de revoir les personnages qu'on a créés. Et ça, c'est super gai. Et quand tu sors de la salle, c'est vraiment un petit cinéma. Hein, et tu sors de la Mhm. salle, tu peux prendre une petite bière et puis les Pour gens discuter, restent. quoi. Ouais, les gens restent pendant 1 heure et t'as, je sais pas, 50, 60 personnes qui sont en train de discuter là. Et ça crée une espèce d'atmosphère hyper gai autour de la série. Voilà. Mais il faut venir hein, pour les 2 derniers épisodes. Hein. Donc ça, vous Ah. pouvez nous embrasser ou nous frapper. C'est ça, c'est peut-être le plus dangereux. Finalement, l'épisode 10, on n'y viendra pas, on ne sait jamais. Ou alors avec une protection. Oui. Mais justement, par rapport à... Ça vient juste de me frapper, mais c'est que j'ai remarqué que bon, chaque semaine, les épisodes qui étaient par exemple sur rtbf.be, ce sont juste les 2 derniers et non pas le reste de la saison, ce qui est un peu embêtant pour des personnes qui voudraient autre- prendre en marche. Un autre énorme. Oui, Bah écoute, ça, c'est pas du tout notre choix. Hein. Donc, ça, c'est Ouais, je me doute des bien, trucs de diffuseurs. Nous, on a demandé plusieurs fois pour qu'ils laissent les 10 épisodes en streaming jusqu'à la fin de la diffusion, tu vois. Mais ça, c'est des trucs qui nous appartiennent absolument pas et c'est des accords internes de diffusion où, je t'avoue, on a du mal à vraiment saisir les enjeux. Oui. Donc oui, c'est un peu bête. Ouais, c'est un peu bête. Bon, après, ça maintient les personnes au rendez-vous parce qu'ils n'ont pas, entre guillemets, le choix. Ils ont un peu ce rendez-vous à prendre et puis ils ont une semaine pour être à jour. Ce qui est très bien, surtout dans un policier, d'être à jour à temps pour éviter de perdre les enjeux. Mais quand justement, voilà, moi quand j'en parle autour de moi, on dit ah bon, ils sont déjà à cet épisode-là, est-ce que je peux voir encore des épisodes? J'ai fait ben malheureusement, soit tu te dépêches, soit c'est dans 2 jours, c'est fini, les 2 premiers épisodes ne seront plus là. Et légalement, on ne peut plus le faire. Oui, dans ton autre podcast, tu cites, je sais plus si c'est toi ou vous citiez des manières alternatives de le voir. Ouais, voilà. Oui, mais c'est des personnes qui ne sont même pas en Belgique. Elles existent, mais il y a des alternatives. Ouais. Il y a des alternatives. Bon, après, Nous ne nommerons pas. il y aura de toute façon, je suppose, une sortie en DVD avec l'RTBF vidéo en général. Il y a très Oui. souvent. Je Oui, suppose oui, que c'est prévu aussi. Bah écoute, c'est ça. Pour le moment, on n'a eu aucune discussion, mais oui, je pense qu'il y aura en tout cas une sortie DVD prochainement. Si c'est pas le cas, j'irai frapper à la porte de la RTBF Je vais et envoyer faire des un courriers. sitting. Non, ce serait dommage quand même de parler de la série et ne pas pouvoir la montrer normalement dans de bonnes conditions. Et comme ça a été pensé, hein, voilà. Ouais. Après, on se doute bien à l'époque à laquelle on vit que il y a toujours moyen, quand on veut de trouver quelque chose, il y a toujours moyen. Mais si ce moyen-là est légal et voulu, c'est quand même beaucoup mieux. Voilà. Je sais pas, c'est le blanc après. C'est vrai que quand on l'a dit dans le dernier podcast, j'étais là, je fais ah oui, est-ce que je dois couper ça, est-ce que je dois pas le couper? Bon après. C'est un Non, secret mais polichinelle, bon, en même voilà, temps. oui. C'est ça. c'est politiquement incorrect, mais c'est une réalité. Et voilà. Alors, justement, je pense qu'on va clôturer là. Ça fait déjà presque 1 heure et demie qu'on parle. Je sais plus, je pense Stéphane, tu avais peur de ne pas avoir assez de quoi parler pendant autant de temps. Un dernier mot, donc en général, dans Monsieur Série, on finit par un seul mot, pour terminer le podcast. Lequel serait ce mot-là? Je sais pas, Stéphane, ton mot. Un seul. Dimanche. Tiens donc. Et Benjamin. Allez, cliffhanger. Oh là là. Ouais. Et là, je coupe l'enregistrement à ce moment-là. Non, pas du tout. Ah oui. Et moi, C'était pour rebondir sur dimanche. Hein. Ah oui, d'accord. Très bien. Et en tout cas, moi, mon mot, ce sera un merci, un très grand merci justement d'avoir accepté cette invitation pour voilà, un podcast voilà, mais justement, moi je termine aussi, j'ai encore le droit. En général, mon mot c'est raclette ou reblochon, ce genre de choses, donc on va peut-être pas le faire. Là, on va plutôt dire Orval. Hein. Ah oui. Ah ouais. Bah oui. Forêt. Allez, forêt. Donc encore merci d'avoir accepté l'invitation, d'avoir répondu à toutes ces questions, d'avoir
permis justement d'enregistrer ce podcast avec vous, ce premier hors-série, qui j'espère ne sera pas le dernier. Et puis regardez La Trêve, c'est vraiment très très bien, en espérant que vous puissiez la voir dans de bonnes conditions. Merci à toi. Merci. Au revoir.